quelques chiffres. Donc en 2030, on aura un Français sur 3 qui aura plus de 60 ans. Ça, il faut le mettre aussi en perspective. On aura aussi le fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 30 ans, un retraité était 6 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 2,1 actifs pour un retraité. Et le dernier chiffre que je voulais vous donner, c'est que 54% des dépenses de consommation se font aujourd'hui par des personnes âgées de plus de 50 ans. D'où la seniorité, elle est importante et elle est importante à traiter. Et donc notre interrogation aujourd'hui, ensemble, est autour d'une préoccupation majeure qui est comment les technologies peuvent-elles contribuer au bien-être des seniors. Et avec nous pour ce débat donc passionnant, Alain Monteux, président de Tunstall. Oui. Bonjour. Luc Broussy, président de France Silver Eco. Florent Rouchy, directeur général adjoint d'Alogia. Et Philippe Perrard, fondateur d'LC. Bonjour. Donc ma première interrogation, et pour ouvrir ce débat, je vais le commencer avec Florent. Avec Alogia, il me semble que vous êtes très engagé justement pour sensibiliser de façon assez pointue et assez active les seniors autour de la prévention, un sujet majeur pour vous. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce sujet est si déterminant aujourd'hui, la prévention au niveau des seniors ? Oui, eh bien, écoutez, merci pour l'invitation. Donc peut-être avant tout partager certains partis pris qu'on a au sein du groupe Alogia, parce que je pense que c'est important pour mettre en perspective les réponses. Nous, on a une vision profondément optimiste du vieillissement et pas du tout pathologique, parce qu'en fait, on aborde souvent effectivement les enjeux du vieillissement à travers un prisme relativement négatif, mais avec les chiffres que vous venez d'annoncer, effectivement, il faut quand même avoir en tête que la population française sera globalement composée de personnes qui seront en autonomie ou en faiblesse qu'il faudra compenser, mais pas exclusivement que de personnes avec une perte de robustesse importante. Le deuxième parti pris que nous avons, c'est que le logement est un déterminant de santé chez Alogia. On sait que c'est dans ce lieu que tout se passe et sur lequel il faut effectivement apporter un certain nombre de réponses. Mais malgré tout, le logement, c'est un accessoire du parcours de vie. C'est-à-dire que c'est tout un écosystème autour de la personne, dans son logement, dans son habitat, qui va lui permettre de bien vivre et de bien vieillir. Alors la prévention, pourquoi ? Parce que prévenir, c'est toujours plus facile que guérir. Et que aujourd'hui, on a une vraie difficulté au quotidien, c'est que le français, c'est plutôt le champion du curatif que du préventif. Et on a un vrai effort collectif à mener pour justement changer de paradigme et de permettre d'aller dans une voie qui va permettre aux gens de prendre conscience qu'en agissant en prévention, on va pouvoir améliorer nettement le quotidien. Si je prends l'exemple de la téléassistance, par exemple, c'est un exemple que nous, on voit au quotidien. Notre groupe fait intervenir quotidiennement des ergothérapeutes, qui sont des professionnels de santé, qui interviennent au quotidien et à proximité des seniors pour les aider à bâtir des projets de vie qui leur permettent justement de prévenir leur autonomie ou de mettre en avant des solutions qui vont leur permettre de retrouver de l'autonomie quand elle a été diminuée. Si on prend l'exemple de la téléassistance, nous, ce que l'on constate, c'est qu'après qu'elle ait été mise en œuvre, on se rend compte que les seniors se sentent plus en sécurité parce qu'ils gardent un lien important, un lien qui n'est pas un lien physique, qui est un lien digital, mais avec une entité qui leur permet effectivement de se sentir, quand ils sont seuls, toujours accompagnés. Mais dans le même temps, ce qu'on se rend compte, c'est que le financement de ces solutions-là, elle se fait souvent, et encore une fois, sur un prisme qui est très curatif. Et on installe souvent la téléassistance, en règle générale, après la survenue d'un événement de rupture ou quand la situation se dégrade. Et on a pu constater que quand cette téléassistance elle est installée en amont de cet événement de rupture, et ben on constate finalement une espérance de vie en bonne santé qui est plus importante et plus longue, parce que justement elle est accompagnatrice du parcours de vie de la personne. Et donc ça, c'est un élément fort parce que on sait qu'aujourd'hui, de pouvoir intervenir plus tôt sur l'apport de cette technologie permettra justement aux gens de se sentir plus libres,
de sortir du logement, de continuer à créer du lien social, créer du lien économique de proximité, parce que quelqu'un qui ne reste pas dans son logement, c'est quelqu'un qui crée des relations sociales, qui crée de la consommation de proximité avec les petits commerces qu'il a autour de lui. Et donc, c'est en ça que la technologie peut être intéressante, mais à partir du moment où elle est comprise, où elle est prescrite, j'ai envie de dire, dans un environnement qui correspond aux besoins de la personne et qu'elle n'est pas stigmatisante. C'est aussi le retour d'expérience des milliers d'interventions qu'on fait au quotidien, c'est qu'à chaque fois qu'une technologie est trop stigmatisante et qu'elle a une approche qui est très médicale dans une logique de prévention, en fait, ça passe pas. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un enjeu important. L'enjeu de la prévention, c'est de se poser des questions très en amont, très tôt, pour prendre le pas sur ce qu'on va devenir, parce que c'est finalement une superbe opportunité d'avoir un parcours de vie en pleine santé si on n'attend pas l'événement de rupture, quel qu'il soit. Et j'insiste sur le fait que en France, on est quand même plutôt les champions du curatif, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui arrive, on sait le corriger, mais on a un petit peu du mal à l'anticiper parce que probablement qu'on ne se voit pas vieillir, faiblir, on ne se voit pas avoir des difficultés, ou on se voile la face sur le fait que ça puisse nous arriver. Merci. Et justement, sur cette anticipation que vous évoquez, Luc, parmi nous, a sorti un rapport « Nous vieillirons ensemble », justement sur cette sensibilisation et cette anticipation versus le développement en fait, de la démographie, mais aussi sur cette sensibilisation bien en amont des problématiques et de la mise en exergue de l'ensemble de ces problématiques. Et justement, Luc, par rapport à ça, comment notre société doit-elle s'adapter au vieillissement? Parce qu'on l'a compris, nous ne vieillirons pas tous de la même façon, mais surtout, quelles sont les propositions de valeur et comment faisons-nous pour que les personnes âgées, celles d'aujourd'hui et celles de demain que nous serons, vieilliront et pourront être maintenues à domicile comme nous l'avons évoqué? Bonjour à tous, je regardais la photo parce qu'on est presque tous habillés pareil, c'est marrant. Vous avez pris la photo à l'entrée, c'est ça? Oui. Non, je m'inscris en faux. Excuse-moi, Luc. Bon, moi, quand j'ai remis ce rapport fin mai au gouvernement, je suis parti déjà d'un constat démographique, d'un constat sociologique, que je résume en une phrase. Le constat démographique, c'est que dans les 10 ans qui arrivent, c'est quand même ce qui nous intéresse en priorité, hein, on parlera de la suite ensuite, dans les 10 ans qui arrivent, on a une explosion des 75-84 ans. Pas des 85 ans et plus, des 75-84 ans. Les 85 ans et plus dans notre pays seront aussi nombreux en 2030 qu'aujourd'hui. Stagnation. Le nombre de 75-84 ans va passer de 4 à 6 millions en même pas 10 ans. Plus 47%. Voilà, donc quand on dit la France vieillit, ça ne veut rien dire. Ce qui là est devant nous pendant les 10 ans qui arrivent, c'est cette explosion démographique des 75-84 ans. Ce qui correspond à quelque chose, c'est pas seulement un âge. 75-84 ans, c'est exactement la population qui n'est pas concernée par les EHPAD, par la grande dépendance, et puis c'est la population qui n'est pas complètement valide. C'est celle qui commence à avoir quelques fragilités physiques, et qui a besoin, disons, en tout cas, que la société, l'environnement, la ville, le logement s'adaptent à ces fragilités. Le deuxième constat est de nature sociologique. Ceux qui sont nés en 1945, cette génération du baby-boom, a 75 ans aujourd'hui. Elle aura 85 ans en 2030. C'est cette génération dont on parle, là, qui va exploser dans les 10 prochaines années. Et cette même génération, elle avait 23 ans en mai 68. Donc, cette génération-là, c'est celle qui va vouloir maîtriser son destin. C'est celle qui a été biberonnée à la liberté, à l'autonomie, au consumérisme, voilà, le bonheur si je veux. Et donc, cette génération-là, elle ne va pas du tout avoir les mêmes réflexes que ses propres parents. C'est la génération de ceux qui ont mis leurs parents en EHPAD au cours des 20 dernières années. Et ils ne veulent pas ça pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas d'EHPAD, ils ne veulent pas ça pour eux. Donc, si on ne comprend pas que là, dans les 10 années qui arrivent, on a une explosion de ces seniors-là. C'est mon père, par exemple. Enfin, c'est mon père, il vient d'avoir 4 à 5 ans, là. Il est déjà dans la limite. Mais, voilà. Mais mon père, il est sur Facebook tous les jours. Il vient de découvrir Twitter, donc voilà, je lui ai demandé de prendre un pseudo, parce que vu ce qu'il développe sur Twitter, je préfère que ce ne soit pas attaché à mon nom. Mais
il s'amuse, voilà, au moins c'est très bien. Il se fait plein de copains, enfin voilà. Voilà. Donc pourquoi? Je veux dire que au fur et à mesure des cohortes générationnelles, évidemment que l'usage du numérique par ces gens-là, en raison de leur âge, en raison de leur sociologie, en raison de la façon dont ils ont vécu ces dernières années, eh bien la fracture générationnelle. Voilà, j'entendais le jeune qui disait tout à l'heure, je ne sais plus quelle était la formule, mais grosso modo, grâce au numérique, il n'y a aucune barrière. Mais si, évidemment qu'il y a encore une barrière. Mais au fur et à mesure, elle sera beaucoup plus sociale et culturelle que générationnelle. C'est-à-dire que le jeune peu cultivé, pauvre, au fin fond de la campagne, sera évidemment moins enclin à utiliser le numérique que le vieux prof de fac de 85 ans. Et donc, la barrière générationnelle, elle, va s'émousser. La barrière sociale et culturelle me paraît plus compliquée à franchir. Dans ce cadre-là, et dans cette maîtrise de son vieillissement, de son destin, évidemment, là encore, que va revenir au premier plan le « je veux vieillir chez moi ». Ce que j'ai essayé de dire dans mon rapport, c'est que très bien, ça fait 20 ans qu'on dit les Français veulent vieillir chez eux, et ça fait 20 ans qu'on ne fait que construire des EHPAD. Bon. Donc, face à cette schizophrénie, ce que j'ai proposé dans le rapport, c'est de changer la notion, la définition, l'acception du mot « chez soi ». Le chez soi, ce sera, je vous rappelle que 75% des seniors sont propriétaires de leur logement. Donc si on veut adapter un logement, c'est d'abord le logement dont on est propriétaire. Il faudra l'adapter, et l'adapter, ce ne sera pas seulement changer la baignoire en douche, ce sera y mettre de l'Internet des objets, y mettre du numérique, y mettre de la domotique, de plus en plus. Adapter un logement, ce n'est pas seulement une barre d'appui, de plus en plus, ce sera des instruments numériques que les gens, et la crise l'a montré, seront de plus en plus enclins à accepter et à utiliser. Mais un autre chez soi, ça veut dire aussi changer de chez soi. Et ça va être un des grands combats. Comment fait-on pour, finalement, d'une certaine manière, abaisser l'âge à partir duquel on se dit si j'ai envie de vivre 10 ans de plus que prévu, c'est maintenant qu'il faut que je change. C'est maintenant qu'il faut que je me recentre au cœur de la ville, dans une location. Voilà, moi je parle de la blablacarisation aussi de ces questions-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va en arrêter avec cette génération au fétichisme de la propriété et on préférera le bonheur loué que la propriété avec une maison en périurbain, avec l'escalier, le jardin, bref, la maison, le chez-soi totalement accidentogène, puisque dans ces maisons-là, je rappelle toujours ce chiffre-là, 9000 personnes âgées de 65 ans et plus meurent chaque année, pas sont blessées, meurent chaque année d'accidents domestiques, soit presque 3 fois plus que les accidents de la route. Tant qu'on n'aura pas ce chiffre gravé au fond du crâne, on ne comprendra pas évidemment les efforts qu'on doit produire maintenant en matière de politique publique pour prévenir ces risques-là. Prévenir ces risques-là, ça veut dire évidemment avoir un environnement favorable. C'est l'accessibilité, mais c'est aussi la domotique. L'environnement favorable, c'est quand on n'a plus de voiture, de pouvoir aller à la boulangerie sans faire 3 km à pied. Donc voilà, donc c'est ça que cette génération va peut-être changer. C'est je veux anticiper mon vieillissement, et parce que je veux l'anticiper, peut-être que je prendrai dès 70 ans, dès 75 ans, peut-être même dès 80 ans. Regardez un grand réseau comme Domitis, les résidences services seniors, la moyenne d'âge d'entrée dans un grand réseau comme Domitis, mais c'est la même chose pour Seniorial ou les autres, c'est 79 ans et demi. D'accord ? 75% des résidents des résidences seniors Domitis sont des résidentes, des femmes veuves de 79 ans, 80 ans. Voilà, c'est ça le profil type. C'est pas le couple à peine autant par argentin qui fait du vélo. C'est des femmes veuves qui veulent plus rester chez elles, voilà, donc là, qui veulent de la vie sociale, qui veulent que, et c'est normal donc du coup que les résidences services seniors soient un peu un laboratoire des technologies nouvelles, parce que du coup, non seulement il y a du lien social, mais on y met tout de suite, quand on les construit, eh bien, un environnement numérique qui permet de mieux vivre, de mieux vieillir. Voilà ce que j'ai essayé de mettre dans ce rapport. Enfin, j'ai mis un peu plus puisqu'il fait 175 pages, mais en tout cas, voilà les déterminants qui m'ont permis ensuite de faire un certain nombre de propositions. Merci. Pour faire la transition, justement, vous avez parlé des objets, de la domotique. Philippe, qui est là, a utilisé un objet que nous avons pratiquement tous, les lunettes, un objet du quotidien, pour y intégrer une brique intelligente d'IA, pour en faire un objet vraiment présent, mais surtout, au-delà de ça, et ce n'est pas un jeu de mots, je voulais évoquer avec vous la vision que vous avez, parce que vous êtes très engagé justement sur ce maintien à domicile.
et comment vous voyez que ces objets du quotidien que nous avons tous deviennent un élément clé, un facteur clé du maintien à domicile aujourd'hui. Merci déjà, Axel, pour son invitation. J'ai beaucoup apprécié les interventions de mes deux voisins parce qu'effectivement, il y a des fonds plus que de vérité. La problématique de stigmatisation dont parlait Florent, bien évidemment, le collet de chien ou le bracelet qui pèse une demi-tonne au poignet, c'est quelque chose que les seniors ne veulent pas avoir. En revanche, ils ont effectivement, grosso modo, à plus de 90%, une paire de lunettes. Donc ça, effectivement, c'est un facteur, je pense, important à prendre en compte. Et ce qu'il faut voir aussi, et surtout, je dirais, c'est que très souvent, mon voisin a parlé notamment des 9000 décès qu'on pouvait malheureusement remarquer, dû surtout à des chutes. Il y a deux types de problèmes, et je pense que la lunette intelligente est le seul device qui soit en capacité d'appréhender deux choses. D'une part, des problématiques biomécaniques et d'autre part, des problématiques cognitives. Parce qu'en fait, la chute, c'est pas uniquement papy ou mamie qui se prend les pieds dans le tapis, c'est que la tante Agathe, en fait, n'a pas bien appréhendé ce qui se passait devant elle, et notamment parce qu'elle regarde plutôt ses pieds que devant elle, à 4-5 mètres, ce qui se passe. Donc, la lunette, et notamment notre lunette, avec une quinzaine de capteurs qui permet de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales, est en capacité de pouvoir suivre, en plus d'un certain nombre de données de santé, le regard. Et donc, effectivement, quand on suit le regard, on peut avoir, bien sûr, les émotions, mais on peut avoir aussi beaucoup plus que ça. Je ne me substituerai pas aux docteurs en médecine qui sont, aux docteurs en, comment dirais-je, en neurosciences. Et tout ceci fait que notre lunette est en capacité de pouvoir rendre les plus grands services à nos seniors. Et tout ceci, en plus, 100% fabriqué en France. La seule chose que je déplore, c'est que finalement, et je me rapprocherai tout à l'heure de mon voisin de droite, je ne vois pas les pouvoirs publics pousser dans le sens. On parle beaucoup de souveraineté, et lorsque moi je me présente pour trouver des financements, on me dit « Oh là là, vous faites du hardware », et bien évidemment, les venture capitalistes, eux, ils détestent le hardware parce que, bien évidemment, il y a des risques qu'on a beaucoup moins dans les problématiques de soft, par exemple. Et donc, pour moi, c'est une vraie question que de savoir, est-ce qu'il y a une volonté? Et cette volonté, où est-ce qu'elle est exprimée? De façon à ce qu'en fait, effectivement, on soit souverain. Aujourd'hui, on dit on veut être souverain. Nous, avec notre lunette, on est en capacité de capter non seulement la température avec un capteur, je dirais, qualité médicale à 0,1 degré près, mais on est aussi en capacité, le brevet a été, je dirais, donné avant-hier, la toux. Donc, sans être docteur en médecine, problématique de toux, problématique de température, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on est en capacité de pouvoir appréhender beaucoup de choses, et donc, je reviens au discours de mon voisin de gauche, axer la prévention. Et ça, c'est encore, je dirais, mieux exploité quand on a un partenaire en téléassistance, comme Tunstall Vitaris, qui lui va justement pouvoir être dans la chaîne de valeur, celui qui va justement pouvoir contacter les gens, que ce soit les aidants, que ce soit, comment dirais-je, la famille, pourquoi pas les services médicaux ou les services d'urgence in fine. Voilà, merci pour votre attention. Du coup, vous m'avez fait la transition avec Alain. Excusez-moi, mais avec Alain, on est un petit peu comme les deux doigts de la main. Si je n'avais pas les prestations de l'équipe d'Alain, malheureusement, nous ne serions pas en capacité de sauver des gens comme on le fait aujourd'hui, que ce soit sur les problématiques de détection de chute, parce qu'on sait très bien qu'il faut intervenir très vite de façon à ce que statistiquement la personne, dans l'année qui vient, ne refasse pas une chute qui cette fois-ci va être mortelle. Deuxièmement, on est en train de finaliser une nouvelle, un nouveau cas d'usage qui est la prévention de la chute. Comme aurait dit Ségolène, on va créer un indice de stabilitude qui va nous permettre de faire en sorte que justement on puisse dire attention, en fonction de quelques éléments biomécaniques et cognitifs, la tante Agathe, qui jusqu'à présent était dans la case
non chuteuse s'est déplacée vers la catégorie chuteuse à haut risque. Justement, Alain est un fervent défenseur du maintien à domicile. Mais ce qui est intéressant quand j'ai préparé cette table ronde, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des études socio-économiques dont on parlait jamais et qui prouvaient justement la véracité en fait et la nécessité en fait du maintien à domicile. Et du coup, avec Alain, on s'est dit qu'il était important et majeur de mettre en avant ces études et d'en parler pour faire savoir justement que le maintien à domicile est une vraie colonne vertébrale dans la seniorité. Ce n'est pas juste un gadget versus les EHPAD. Et Alain, justement, j'aimerais que vous nous en parliez là, de ces études et qu'on puisse mettre ça en exergue. Oui, effectivement, et comment la téléassistance, dans un rôle de prévention, peut participer au maintien à domicile. Donc la téléassistance, elle a cette dualité, c'est qu'elle est connue par le petit bouton comme ça d'appel. Tout le monde connaît ça, tout le monde a quelqu'un dans sa famille ou proche qui a ça. Mais elle est connue aussi parce qu'on est quelque part les Monsieur Jourdain des objets connectés. On les utilise depuis des années avant même que le nom existe. Et nous, on s'est intéressé à voir comment on pouvait accompagner dans une logique de prévention, une personne dans son maintien à domicile, non pas en mettant un petit bouton à chacun, mais en mettant à chaque personne une solution qui lui corresponde à elle, qui soit totalement personnalisée et dans des logiques d'accompagnement proactif, que ça soit pour sa sécurité, la sécurité de sa maison, que ça soit pour des logiques d'aide, de domotique, en fonction de l'aider si elle a un isolement social, mais de prendre en compte aussi la partie santé, qui n'est pas forcément tout le temps pris en compte, dans les solutions, les objets connectés, les capteurs, les solutions humaines qu'on va mettre en place. Et on a fait un test auprès de 260 000 personnes qu'on a accompagnées avec ces solutions-là, solutions qu'on mettait sur la base d'un premier questionnaire, qu'on allait valider à intervalles réguliers, quitte à faire évoluer la solution dans le temps. Et on s'est aperçu que sur ces personnes-là, par rapport à des personnes qui n'avaient pas une solution de téléassistance personnalisée et proactive, on avait une durée du maintien à domicile qui était prolongée de à peu près 2 ans avant une entrée en EHPAD. On avait un coût pour les services sociaux par personne qui était largement diminué, parce qu'on parle de 4 600 € par personne par an d'économiser en services sociaux. Donc si vous multipliez ça par 1 million de personnes, ça fait tout de suite un petit peu d'argent. Il y a 700 000 personnes qui ont la téléassistance en France. On pourrait imaginer qu'il y en ait un peu plus, parce qu'on est un peu en retard par rapport à nos pays voisins. Si vous regardez les impacts sur les services de secours, vous voyez que vous diminuez d'1 tiers l'appel aux services de secours. Donc, on sait tous aujourd'hui que les services de secours sont surchargés et n'ont pas les moyens de faire leur mission. Donc ça y participe aussi. Et cerise sur le gâteau, quand vous demandez aux personnes qui ont ces solutions-là, donc de maintien à domicile, si elles se sentent plus sécurisées, si elles se sentent plus sereines, elles le disent qu'elles sont 2 fois plus en sécurité et 2 fois plus sereines qu'une personne qui n'a pas ce type de solution chez elle. Et encore plus, elles se disent 2 fois plus sereines parce qu'elles savent que leurs proches le sont plus. Donc vous avez vraiment les moyens d'accompagner et d'accompagner cette vague qui a été citée de personnes qui viennent sur le vieillissement avec ce type de solution. Merci. J'ai une question cette fois-ci, mais qui vous concerne tous. On a pris conscience, là, avec tout ce que vous nous avez dit, que la seniorité est un enjeu majeur, un passage de vie obligé d'ailleurs, pour nous toutes et tous. Mais au-delà de ça, pour participer à ce mieux vivre, justement, comment faut-il faire pour passer à l'échelle au lieu de saupoudrer? Parce qu'on a cette impression-là aujourd'hui qu'il y a beaucoup de saupoudrage et que maintenant, il va falloir faire le grand pas pour y aller tous ensemble. Comment ce qu'il veut sur la réponse? À mon avis, on a des organisations, par exemple les ARS, qui pourraient très bien lancer des appels à projets pour tester des solutions de bout en bout, voir les résultats et ensuite les déployer. Aujourd'hui, effectivement, j'ai l'impression que chaque ARS fait son petit bricolage dans son coin et puis 3 petits tours et puis s'en vont.
Alors, moi, je suis en partie d'accord. Je pense qu'il y a besoin de changer d'échelle, en fait. Aujourd'hui, je trouve qu'on est trop au quotidien dans de l'expérimentation qui se répète et on n'envisage pas les choses de façon massive. Et aujourd'hui, on est quand même face à un tsunami démographique qui nous oblige à penser différemment en pensant avec les personnes. Et c'est une responsabilité collective. Et pour franchir un tsunami, on ne peut pas l'éviter, on peut juste construire des digues et prendre des dispositions pour en éviter les conséquences. Et moi, je crois beaucoup à la coopération entre les acteurs. On a 2 acteurs là, autour de la table qui coopèrent et on voit bien que ça permet d'apporter une solution globale. Mais il faut voir les choses massivement. Les enjeux sont importants et ce n'est pas en étant sur des petits sujets et des temps longs qu'on y arrivera. Donc oui, à l'expérimentation, mais l'expérimentation rapide et qui permet de déployer massivement derrière. Mais aussi avec une vraie volonté, enfin, je laisserai la parole à mon voisin, mais moi, j'ai pas l'impression, pour avoir sollicité le ministère de la Santé, la Direction générale de la Sécurité sociale, que les fameux 4000 balles d'économie par an et par personne, dont mon voisin dit qu'on allait être 4 millions qui vont être, entre guillemets, dans cette catégorie-là, ça commence à faire pas mal de pognon, hein, 4 millions par 4000 balles, ben, ça bouge pas. Alors que on pourrait très bien fabriquer nos lunettes qui sont 100% faites en France, ça crée des emplois industriels et ça préviendrait justement la chute et ça éviterait qu'on fasse tourner des centrales à béton qui, elles, on le sait, sont nocives pour la planète. Non, moi je suis beaucoup plus positif que ça. Je pense que les choses avancent de jour en jour, sauf que quand on est dedans, on ne voit pas les progrès. J'ai le privilège d'avoir fait un rapport que j'ai remis au gouvernement en 2013 et un autre que j'ai remis en 2021. Donc j'ai presque pu scanner la situation à 7 ans de différence. Moi je pense qu'il y a au contraire une prise de conscience des acteurs qu'on ne mesure pas. Je prends 2 acteurs, mais les élus locaux par exemple sont bien plus sensibilisés. Je pense notamment aux maires des grandes villes plus jeunes. Voilà, les quadras quinquas qui viennent d'arriver à la tête de ville sont vraiment comprennent tout au sujet. Et comment dire, et le traite comme il doit être traité, c'est-à-dire au niveau de la révolution numérique, de la révolution écologique, il y a la révolution démographique. Et c'est pas seulement, ça se résume pas à la boîte de chocolat à Noël livrée par le Centre communal d'action sociale. Donc les élus, moi je trouve que vraiment il y a eu un progrès. Je parle des élus locaux. Heureusement, on était à la préhistoire. Les bailleurs sociaux, même chose. Il y a 7-6 ans, on n'a pas parlé, mais il y a un très fort vieillissement des locataires dans le parc social. Il y a 7-8 ans, les bailleurs sociaux étaient complètement à la masse sur le sujet. Aujourd'hui, c'est incroyable, il n'y a plus un bailleur social, si peut-être quelques-uns, mais enfin, la majorité des bailleurs sociaux sont vraiment sensibilisés au sujet, innovent et regardent ce qui se passe. Donc voilà, sur le numérique, un plan, alors certes, effectivement, il est un tout petit peu aujourd'hui un peu illisible parce qu'il est un peu disséminé, mais enfin quand même, c'est la première fois que l'État met 600 millions d'euros sur un plan numérique pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Alors c'est vrai que ça se fait ensuite par des appels d'offres, des appels à projets lancés par les ARS pour que sur le territoire. Mais voilà, il y a quelques le temps années, que ça arrive aux startups, on est tous morts. Hein, oui, mais enfin bon, écoutez, si vous êtes mort, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas non plus le meilleur. Donc certainement. voilà, parce qu'il y a aussi une autre chose que je veux dire. Hein, c'est quand on est entrepreneur, je le suis aussi par ailleurs, on évolue avec les règles qui existent. Et on passe pas son temps à expliquer que c'est la faute de l'autre. Bon. Donc moi, je le dis, il y a dans ce secteur-là énormément de promesses. Et il y a notamment aussi un véritable défaut que dans la filière, objectif qu'on va essayer de s'assigner. On voit Nicolas Dufourc, là, le président de la BPI, au mois de janvier aussi, là-dessus. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a une start-up qui se crée tous les jours en France sur la question. Donc c'est super. Ça veut dire qu'il y a énormément d'énergie, beaucoup d'étudiants qui sortent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, et au lieu d'aller au CAC 40, ils créent leur boîte, super. Bon. Mais moi, tous les jours dans la filière, on a une demande de rendez-vous d'une start-up qui fait exactement la même chose que son voisin, et ça, comme ça, partout en France. Donc oui, il y a besoin d'organiser, de structurer cet écosystème. C'est normal, comme il est naissant, que 100 000 fleurs éclosent, mais va devenir le moment où il va falloir quand même un tout petit peu organiser ça, entre d'un côté des grands groupes, Schneider, Legrand, d'autres, etc., Tunstall. Et puis, une nuée de start-up
Parce qu'il y a aussi beaucoup de startups qui, 5 ans après, sont toujours des startups. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais je me dis que quand au bout de 10 ans, une startup est encore une startup, c'est qu'elle n'a pas starté. Vous avez dit 5 ans tout à l'heure. Hein. Ouais, arrêtez de couper la parole tout à l'heure. Non, j'apporte au débat. Mais, je suis le seul start-upper ici sur le plateau. 5 ans ou 10 ans. Voilà. Quand vous faites du deep learning, excusez-moi cher monsieur, mais 5 ans, c'est juste rien dans l'échelle du temps. Et donc, du coup, on a cette nécessité de structurer cet écosystème naissant qui se développe. Je parle de la silver economy, dans le numérique santé, c'est un peu plus déjà développé. Et voilà. Et donc, le projet qu'on a là avec le gouvernement, ça devait être dans la loi. Il n'y aura pas de loi, mais on peut le faire sans la loi. C'était le rendez-vous hier au ministère et puis vendredi avec Cédric O sur cette question-là. La création, dans les mois qui arrivent, d'un centre national de preuves. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'au plan national et au plan régional, on va y mettre les gérontopoles, les living labs qui se développent un peu partout sur le territoire. Il faut qu'il y ait une espèce de filtre, quoi, voilà. Parce qu'on est dans un système, et j'en termine là, où pour l'instant, sauf peut-être dans la téléassistance, mais on n'a pas beaucoup de clients, de consommateurs finaux. La plupart de ceux qui ont quelque chose à proposer passent par des mutuelles, des départements, des grands groupes d'EHPAD, etc. C'est du B2B, j'allais dire. Bon. Et donc ça, il faut arriver à l'organiser. Donc, ce qui se passe depuis 5-6 ans, c'est formidable. Il y a une éclosion d'énormément d'innovations. Il va falloir maintenant, dans notre secteur, structurer un peu plus ça, parce que voilà, on est un secteur dans lequel des licornes, il n'y en a quasiment aucune. Hein. Voilà, il n'y a aucune start-up qui pour l'instant a réussi au point de si, il y en a 2 ou 3 entreprises qui sont vraiment en train de décoller, mais dans le milieu de la silver economy, je dis bien la silver economy, parce que le secteur de la santé numérique est peut-être déjà plus mature, mais dans le secteur de la silver economy, on a cet effort économique à faire de structuration de l'offre. Et sur cette question poil à gratter, je vais laisser Alain finir. Non, mais vous avez raison, et tout le travail que vous faites pour structurer est hyper important. C'est vrai que la téléassistance, aujourd'hui, nous, on a des bénéficiaires, on a plus de 700 000 bénéficiaires, on peut avoir ce rôle d'intégrateur. Une des difficultés qu'on a, et vous l'avez cité, vous avez Cédric O d'un côté, vous avez le cabinet Madame Bourguignon de l'autre côté, vous avez le ministère de la Santé. C'est un peu difficile aujourd'hui quand vous avez des appels à projets qui soient à la fois sur le sanitaire et social. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui, parce que les gens qui investissent dans des projets sociaux, c'est pas forcément eux qui vont faire les économies derrière. Donc c'est vrai qu'on a quand même ce souci-là si on veut faire de la prévention. Et je sais que ça avance et que tout le monde y travaille et qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent sortir dans ce sens. Et donc, je remercierai mes invités par 2 mots, si vous me le permettez. Confiance et conscience. Merci. Merci beaucoup.